Henri Guénaud, on a retrouvé Christophe Onodibio, le directeur adjoint de la rédaction du Point, qui a des questions à vous poser sur les valeurs. Ben oui, sur vos valeurs, Henri Guénaud. Bonsoir tout d'abord. On se shoote beaucoup, vous l'avez rappelé, au sarkozysme dans les rangs de l'UMP, au fantôme de Sarkozy. C'était bien, moi je suis content que tout le monde soit Sarkozy, c'est le soit de plus en plus. Voilà. Alors moi je vais vous parler d'autres drogues, et des salles de shoot. En fait, c'est avec devant l'augmentation de la consommation de drogue. Alors Jean-Marie Le Guen, député socialiste, mais aussi Marisol Touraine, Marisol Touraine, donc la ministre de la Santé, a dit qu'elle était prête à lancer l'expérimentation donc des salles d'injection de drogue dans plusieurs villes. Est-ce que vous approuvez? Je désapprouve totalement. Voilà, totalement, ça n'a marché nulle part. Je trouve que c'est une brèche ouverte dans l'interdit de la drogue qui ne résoudra rien, qui ne fera qu'aggraver les choses. Voilà, je me battrai contre cette idée de toutes mes forces. Mais voilà. Est-ce que, si on sort de l'idéologie, est-ce que c'est pas quand même du bon sens? Non, mais sur la dépénalisation de la drogue, quand un peu partout, on voit dans les quartiers difficiles, mais aussi, par exemple, à Montmartre, des toxicomanes se shooter devant les gamins qui partent à l'école, des toxicomanes qu'on laisse totalement en déshérence, qu'on prive de l'apport de quelques professionnels qui pourraient les encadrer. Est-ce que c'est pas du bon sens quand même que d'en finir avec le laisser-faire? Mais donc on en finit avec l'interdit, c'est-à-dire qu'on dit écoutez, après tout c'est normal, voilà, je trouve que cette brèche dans l'interdit moral de la drogue est une catastrophe. Voilà, je pense qu'il y a d'autres façons de traiter ces problèmes-là. D'abord il faut combattre les trafics, qu'il faille soigner les gens, ça c'est autre chose, mais là vous ne dites pas les soigner, là il s'agit de leur dire écoutez, vous allez pouvoir vous droguer plus tranquillement. Encadré, voilà. On saura, au lieu de se piquer dans la cage d'escalier ou dans les squares, non, mais c'est très bien, ils se piqueront de façon encadrée. De façon encadrée, oui. Donc reconnu, officiel. C'est très bien, non mais allons-y, non, je suis pas d'accord. Voilà. Très bien. Alors, j'en viens à ma deuxième question. Depuis 2007 et peut-être même avant, vous avez épinglé la permissivité 68arde. Vous faites de François Hollande, je vous cite, un héritier de la gauche 68arde qui a mis à bas l'autorité. Est-ce que vous trouvez encore que la France est trop laxiste? La France, trop laxiste, c'est une généralité. C'est un peu Est-ce qu'on est trop laxiste aujourd'hui? Voilà. Oui, je trouve. Oui, la justice est souvent trop laxiste avec les voyous. Oui, à l'école, on est devenu trop laxiste sous l'influence des pédagogistes de gauche qui ont expliqué qu'il fallait toujours demander aux enfants ce qu'ils avaient envie de faire et d'apprendre avant de leur apprendre quelque chose. Voilà, oui, je trouve que. Mais je n'aime pas ce mot laxiste ou même permissif. Je trouve que la question de l'autorité est une vraie question. Voilà, c'est la place de l'autorité dans notre société est une vraie question. Moi, ma thèse, c'est que nous vivons une crise de civilisation qui commençait à vraiment se manifester en 68 et qui depuis n'a cessé de s'aggraver, qui n'est pas propre à la France d'ailleurs, et qui n'est pas que la faute des 68ards, mais qui chemine. Et il y a la crise d'un certain nombre de valeurs au cœur de cette crise de civilisation. Quelles valeurs sont la crise de l'autorité, par exemple, qui est quelque chose de très important. Il y a une crise du respect aussi, qui me paraît essentielle. Il y a quelque chose qui vient aussi plus généralement de l'invasion de la finance il y a l'argent qui est un vrai problème. Je vous donne un exemple. Nous vivons dans une société. Totalement d'accord avec Vincent Payan. Je voudrais qu'on écoute ce qu'il a dit. Nous vivons dans une société depuis 30 ans où ce qui n'a pas de prix, de prix de marché, de prix de vente, n'a pas de valeur. Et voilà, l'honneur par exemple, ça se vend pas et ça s'achète pas. Pourtant, ça a une valeur. Bon, je trouve que le courage, ça s'achète pas, ça se vend pas, l'honnêteté non plus, et ça a une valeur. Bon, voilà, je pense qu'on a à reconstruire effectivement une morale commune. Chacun a sa petite éthique professionnelle dans son coin, une morale commune et partagée. Alors, morale commune, morale peut-être laïque, on écoute Vincent Payan. Les enfants, les élèves, la République, elle a besoin de s'instruire, de s'inculquer. Je voyais d'ailleurs les réactions des jeunes hier à cette nouvelle. On pourrait se dire ça fait ringard, pas du tout. Apprendre à se connaître, à se respecter, quelles sont les valeurs de notre société, la laïcité, tout ça c'est notre richesse. C'est pas un catéchisme qu'on va enseigner, j'entends certains qui confondent tout. C'est pas une religion laïque où on va avoir de nouveaux curés à l'intérieur des écoles. C'est pas le gauchisme qui va s'enseigner. C'est à réfléchir sur nos valeurs, à les connaître et à les partager. Alors ça doit avoir votre faveur. En plus, il utilise la même expression que vous, c'est pas ringard. Vous sur le gaullisme, lui sur la morale laïque. Non, mais je pourrais dire la même chose sur la morale. Voilà. Je veux dire, laïque, oui, la morale, c'est la morale. Bon, elle est héritée, elle a des racines religieuses très souvent, mais moi j'ai été élevé avec la morale qu'on enseignait à l'école publique, et je m'en porte plutôt mieux que si je ne l'avais pas. Donc c'est bien ce qu'il dit, Vincent Payan. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre. Tout à fait d'accord. Après, il faut voir ce qu'on va réellement faire. Voilà. Après, on jugera sur
sur pièce. Effectivement, il ne faut pas que ça soit de l'endoctrinement. Il faut faire attention à ce qu'on va faire. Et je jugerai en fonction des projets qui nous seront présentés, des programmes, parce qu'on ne peut pas simplement juger de façon théorique. Les programmes, c'est important, la lettre des programmes, et puis ensuite l'esprit dans lequel on l'enseigne. Mais sur le principe, je ne peux qu'être d'accord. Voilà. Est-ce que Luc Châtel, dans ce cas-là, a eu raison en parlant via son compte Twitter de pétainisme? On revoit le tweet qu'il a envoyé. Est-ce qu'on va le voir? Oui, on le voit. Il a eu tort, il a dérapé. Je ne vois pas le... Oui, alors il a dit, voilà, effarante interview de Payon dans le JDD, redressement intellectuel et moral, mot pour mot l'appel du maréchal Pétain. Je vais vous dire, d'abord il ne faut pas avoir peur des mots parce que monsieur le maréchal Pétain les a employés. Je vais vous rappeler une petite remarque, un mot qu'on prête au général de Gaulle. Travail, famille, patrie. Le général répondait, il utilisait travail, il disait... Le travail, il n'a jamais travaillé. La famille, il n'a pas eu d'enfant. Et la patrie, il l'a vendu aux Allemands. Bon, donc voilà, il y a pas de, moi, j'ai pas de donc il dérape, là, c'est un peu exagéré. Non, mais il faut être très clair. Ouais. Nous avons, pendant 5 ans, et nous l'avions dit avec Nicolas Sarkozy dans la lettre aux éducateurs, dans les discours de la campagne de 2007, et ensuite voulu l'enseignement de la morale à l'école. C'était un des axes de la politique éducative de Nicolas Sarkozy. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui le contraire de ce que nous avons voulu. Alors, pourquoi, par exemple, on a fait une circulaire. On a fait une circulaire. Mais je vois que vous êtes d'accord. On a fait une circulaire. Pourquoi, dans ce cas-là, Luc Châtel ou le gouvernement critique quelque chose? Luc Châtel, finalement, vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi dire que c'est ministre de l'Éducation nationale? Bien, il a fait une circulaire à la demande du président de la République sur l'enseignement de la morale. Il est vrai que l'Éducation nationale n'en voulait pas et que finalement, tout ça est resté quasiment lettre morte. On l'a réduit à un peu d'instruction civique, etc. Je le regrette, voilà. Mais moi, je ne vous dirai pas, quand ce que propose un membre du gouvernement est exactement ce que nous avons voulu faire, je ne vous dirai pas le contraire. Moi, en tout cas, c'est ma façon de faire de la politique. Voilà, je suis cohérent avec moi-même et avec ce que nous avons essayé de faire pendant 5 ans. Maintenant, peut-être que le programme sera absurde. Peut-être que la façon... Oui, vous avez dit vous jugerez. À ce moment-là, pour l'instant... Sur l'esprit, c'est bien, mais vous examinerez la lettre. Luc a le droit d'avoir son opinion, et puis moi, j'ai la mienne. Voilà. La mienne, c'est qu'enseigner la morale à l'école est une bonne chose. Très bien. Vous reprochez à François Hollande de découvrir l'existence de la crise. Je vous cite, vous le comparez à Guy Mollet, cet honnête homme qui eut le malheur de se trouver confronté à des événements qui le dépassaient. Avant les présidentielles aussi, c'est pas nouveau. Mais est-ce que vous n'êtes pas comptable, vous aussi, comme un peu tout le monde à droite, d'avoir eu un discours pendant la campagne un peu trop laxiste, là c'est moi qui utilise le mot, économiquement? Au fond, on se souvient que François Fillon, même avant la campagne, s'était fait taper sur les doigts quand il avait dit que l'État français était en situation de faillite. C'est-à-dire, on lui avait reproché de dire, au fond, ce que la situation était. Eh bien, écoutez, si on était en faillite, alors il fallait demander aux agences de nous dégrader, non pas même pas en double A, mais en A tout court, ou même en A-, ou en B-, mettre comme la Grèce. Bon, je veux dire que voilà. Donc, il ne fallait pas dire la vérité pour ne pas déplaire aux agences. Non, mais si c'est la vérité, si c'est la vérité, il fallait demander à ce qu'on soit dégradé. Je pense que l'État est trop endetté, tout ça est vrai, mais moi je pense que grâce à Nicolas Sarkozy, nous avons été raisonnables face à la crise et aux exigences des marchés et des agences. C'est-à-dire que nous avons durci la gestion des dépenses publiques, de nos finances publiques, mais nous n'avons pas sombré dans une espèce de fuite en avant, dans l'austérité et la rigueur à tout prix. On voit bien ce qui s'est passé d'ailleurs. Tout le monde s'est mis d'un seul coup à passer de la relance à la rigueur. Tout le monde a fait un tête-à-queue terrible sous la pression des agences, et ce tête-à-queue nous a replongé dans la récession qui peut-être demain deviendra de la dépression. Bon, donc la France a été plutôt plus raisonnable, tout en subissant évidemment l'influence des autres. On n'a pas été laxiste, on a été raisonnable, et j'en rends grâce à Nicolas Sarkozy. Et hélas, je crains que le gouvernement actuel le soit en réalité beaucoup moins. Vous allez voir, nous allons avoir la politique d'austérité, la pire que nous ayons jamais eue, parce que devant le vide des idées pour faire face à la crise, eh bien, ils vont se jeter dans la politique d'austérité. Ils le feront peut-être moins sur les dépenses, mais ils vont le faire sur l'augmentation massive. Bien sûr, juste une seconde, parce que ils vont le faire. Vous voulez dire que la gauche va refaire ce qui s'est passé en 1983, par exemple? Oui, sauf que ça se fait en 4 mois et que ça risque d'être bien pire. Comme en plus ils ont dépensé depuis qu'ils sont arrivés inconsidérément en voulant supprimer beaucoup des mesures qui avaient été prises par Nicolas Sarkozy, eh bien, il va non seulement falloir combler ce qu'ils ont déjà dépensé depuis 4 mois, mais comme ils n'ont pas d'idée d'autre que de faire une politique, la politique la plus réactionnaire qui soit. Ils le feront peut-être un peu moins sur les dépenses,
c'est beaucoup plus sur les impôts. L'augmentation massive des impôts, c'est aussi une politique d'austérité. Voilà. Et c'est une politique d'austérité. Aujourd'hui, taxer massivement les entreprises est une folie. Vous comprenez Bernard Arnault alors? C'est une folie. Non, mais moi, je comprends. Il a dit qu'il ne partait pas pour des raisons fiscales. Mais on l'a cru, mais au départ, même si ça avait été pour des raisons fiscales... Non, pour des raisons fiscales... Vous comprenez, finalement. Non, mais je comprends le calcul qui peut amener à ça. Je ne comprends pas moralement qu'on puisse abandonner sa nationalité pour des raisons d'impôt. Mais regardons les choses de l'autre côté, au-delà du jugement moral que je peux porter. Mais enfin, il a dit qu'il ne partait pas pour des raisons d'impôt, qu'il restait domicilié fiscalement en France, donc j'ai rien à dire. Mais de l'autre côté, c'est quand même assez extravagant. Le but, c'est pas qu'il y ait le moins de riches possible en France, le moins possible de riches, c'est qu'il y ait le moins de pauvres. Bon, faire partir tous les riches ne rime à rien sauf à appauvrir le pays. Donc cette espèce de guerre aux riches, idéologique, espèce de succès d'années de lutte des classes, de vieille lutte des classes, est quand même quelque chose d'absolument effarant. Je veux dire, surtout quand il s'agit des entrepreneurs. Alors, pourquoi on va détaxer les joueurs de foot et les chanteurs, et puis on va taxer les entrepreneurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, Mais pourquoi on a si peu entendu parler de ça dans les rangs de l'UMP pendant la campagne? Moi, quand je me souviens de la campagne de l'UMP, on parlait très peu d'économie et on parlait de débats peut-être moins cruciaux sur l'identité nationale, où là, ça a été martelé. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de débat? Est-ce que finalement la campagne n'a pas été ratée à cause de ça? C'est qu'on a parlé d'identité nationale et pratiquement pas d'économie. Je vais faire plusieurs remarques. D'abord, de l'économie, on en a beaucoup parlé pendant 5 ans, jusqu'à la veille de l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy. Heureusement que vous en avez parlé un peu, mais ce qu'on entendait beaucoup, c'était les débats. On en a parlé beaucoup, y compris jusqu'à la veille. Jusqu'à la veille. Bon, donc... deuxièmement, chaque fois qu'on disait, vous savez, il y a une crise, vous étiez tous, vous nous répondiez tous en chœur, ah oui, encore l'argument de la crise, on l'a déjà entendu, bien sûr. Ben oui, mais voyez, l'argument de la crise n'était pas idiot, on le retrouve aujourd'hui. Alors après, je vais vous citer, parce que là, on ne va pas refaire non plus l'histoire, mais en avril 2011, vous déclariez le grand thème de l'élection de 2012, c'est comment affronter la crise, mais la crise de société, la crise d'identité, la crise morale, la crise de civilisation, vous en avez reparlé il y a 5 minutes, que nous traversons. Oui. On parlait moins de crise économique que de crise de civilisation. Est-ce que c'est si essentiel, ça? Non, c'est que vous n'avez pas compris. C'est que la crise économique, la crise financière est le produit d'une crise de civilisation, d'une crise intellectuelle et d'une crise morale. La crise du capitalisme financier, c'est le produit d'une crise morale. Voilà. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne s'attaquera pas au fond des choses. Quand Nicolas Sarkozy a dit qu'il faut moraliser le capitalisme financier, il a employé les mots justes. Voilà. Oui, il s'agit bien d'économie. Ah, il s'agit bien d'économie, savoir qui va payer à la fin, savoir qu'est-ce que c'est que la justice fiscale, savoir comment on retrouve de la cohésion. Oui, et tout se tient. Un pays qui ne sait plus quelle est son identité, qui n'a plus de cohésion culturelle, sociale, intellectuelle, morale, eh bien, il ne peut pas affronter la compétition internationale. Vous êtes un fin lecteur, vous aimez la littérature. On a parlé de Christine Angot qui vous a consacré un très beau portrait dans Le Point. Il y a un autre écrivain dont on parle beaucoup en cette rentrée, qui fait l'événement, j'allais dire, avec des guillemets, c'est Richard Millet, qui vient de composer un éloge littéraire d'Anders Breivik, donc c'est le tueur norvégien qui avait assassiné 69 adolescents en fredonnant parmi les cadavres. 77, on comptait l'attentat avant. Et Richard Millet écrit « Breivik est sans doute ce que méritait la Norvège et ce qui attend nos sociétés qui ne cessent de s'aveugler. Sur quoi? Donc les ravages du multiculturalisme, je cite Millet, l'islamisation de l'Europe, le renoncement de cette même Europe à l'affirmation de ses racines chrétiennes. » Est-ce que vous partagez cette analyse? Breivik, bourreau, mais aussi victime des ravages du multiculturalisme. Bon, alors, d'abord, moi, je refuse de chercher des raisons, des explications, des excuses à ce genre de monstruosité. C'est vrai pour Mera, c'est vrai pour celui-là. Voilà, un monstre est un monstre et une monstruosité est une monstruosité. Voilà, c'est pas la peine d'aller chercher des... C'est pas une victime. Non, c'est pas une victime. C'est un monstre. Voilà, un monstre. Malade, pas malade, c'est un monstre. Parce que Millet, il parle aussi de crise de civilisation. Non, c'est un monstre. Alors après, qui est par ailleurs une crise de civilisation, c'est vrai que l'Europe est un problème d'affirmation de soi et de son identité. C'est vrai. Je veux dire, on ne peut pas passer à côté de cela parce que la crise économique, c'est une crise de civilisation. Il faut vraiment être conscient de ça. Sinon, on ne prend pas le problème où il faut et on ne met pas la politique au bon endroit. Voilà, je pense que c'est un débat qu'on devra avoir dans les semaines, les mois et les années qui viennent. C'est un débat absolument essentiel. Voilà, l'économie, c'est un problème de représentation aussi. On a fait le rapport Stiglitz. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ça valait la peine puisque Nicolas Sarkozy a pris cette initiative extrêmement importante de réunir une commission des plus grands économistes du monde pour réfléchir à la manière dont nous mesurions nos performances économiques. Et on voit bien, ils nous ont appris qu'effectivement, quand les gens pensent qu'on leur ment avec les chiffres, ils n'ont pas tout à fait tort.
pas parce qu'on leur ment délibérément, mais parce qu'on fait dire aux chiffres et aux représentations ce qu'ils ne disent pas. Si vous vous trompez sur la manière dont vous représentez le monde, vous ne pouvez pas agir sur le monde. Et ça, c'est un problème intellectuel majeur. Donc il y a des problèmes moraux, intellectuels, l'argent, la question mais de... Mais ce n'est pas l'islamisation de l'Europe ou le renoncement aux valeurs chrétiennes. C'est pas l'islamisation, mais l'islam est un problème qu'il faut traiter normalement, comme le catholicisme, le christianisme a été un problème par rapport à la République, par rapport aux Lumières, qu'il a fallu traiter. Oui. Vous aviez, je vais quand même citer, Olivier, vous permettez une l'islam des Lumières, c'est un sujet. Le rapport de l'islam à la République, à la laïcité, c'est un sujet. Christophe. Ce n'est pas le catholicisme qui a permis d'assimiler les Polonais ou les Espagnols, c'est l'école, avez-vous déclaré dans Le Monde. C'est l'école le vrai problème. C'est un des problèmes, encore une fois. C'est pas le seul problème, mais oui, c'est un problème. Il y a un problème d'école en France.